Allez, Chenchango à tous, Mbolani, Marambura, vous êtes sur Gestor Media et sur le Gestor Show, émission particulière puisque on va pas parler de rap gabonais, enfin des musiques gabonaises aujourd'hui. On est plus ou moins dans la célébration des 50 ans du hip-hop et aujourd'hui on a décidé de faire un focus sur une figure importante de ce mouvement, quelqu'un qui à sa façon a révolutionné le rap, la façon d'écrire et même la conception même du rap, puisque comme lui-même le dit sur le morceau Either, adressé à Jay-Z, il disait à Jay-Z, donne le nom d'un rappeur que je n'ai pas influencé. Vous l'avez compris, on parle de Nas, de Nasir Oludara Jones, 50 ans aujourd'hui, un peu comme le hip-hop finalement. Ce n'est pas fortuit. Nas, c'est quand même 16 albums depuis ses débuts avec Illmatic en 93 et en 94 pardon, et récemment il y a un joli run de 5 albums dont est-ce que Magic on peut considérer ça vraiment comme des albums? C'est des albums. Allez, donc on a eu King Disease 1, King Disease 2, King Disease 3, Magic 1 et Magic 2. Vous l'avez compris, on parle de Nasir Oludara Jones. Et pour en parler, est-ce que je me suis présenté? Allez, Sonobian, c'est mon nom. Et pour en parler ce soir, je ne suis pas tout seul puisque on a un audip. Un audible du Queensbridge. Guémandon pour parler de Nas avec nous. Guémandon. Pas du Queensbridge de Mbema. Il est du marché de Mbema. Pour préciser, il n'a pas dit. Il cherche pas dans un marché. Non, c'est sûr que dans une autre vie, j'étais quand même du Queens. De toute façon, tu es fan de Nas, etc. Mais bon, de Brooklyn en termes de rap. Brooklyn. Oui. Mais pourquoi tu es plus Nas que Jay-Z, contrairement à moi? Parce que j'estime que Nas est le meilleur rappeur de tous les temps. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon impression. Ah ouais. Ok, Nguemandon qui est rappeur aussi, mais c'est beaucoup plus en tant que fan et quelqu'un qui porte un regard particulier sur le rap américain qu'on te reçoit aujourd'hui. Bon, toi tu es beaucoup plus un lover, tu es beaucoup plus Boys to Men, etc. L.O.V.E. Je me demande même ce que tu fais sur le plateau aujourd'hui, puisqu'on ne parle pas de R&B. Tu sauras pourquoi je suis là. Rapproche-toi bien du micro, parce qu'il faut que les chéris coco t'entendent. Tu sauras pourquoi je suis là. Comme tu dis que je suis un lover, là, je te montrer que je ne suis pas qu'un lover, comme tu dis. En même temps, R&B, avant d'aimer le R&B, j'ai commencé à aimer le rap. Ouais. C'est qu'à un moment donné, le R&B a pris le dessus. Et justement, pour la petite histoire, ça commence par des artistes comme Nas, comme le Wu-Tang. Et voilà, donc si tu es fan du Wu-Tang, tu es fan de rap. Exactement comme moi. Là, c'est le meilleur rappeur, le meilleur groupe de rap. C'est le Wu-Tang. De toute façon, en termes de discographie, bon, même pas en termes de discographie, mais les individualités dans le Wu-Tang font que ce soit, pour moi, le meilleur groupe de rap. Quoi, tu vois. À un moment même, on pensait même que Nas était dans le Wu-Tang. Pour info, la première fois que je vois en fait une interview du Wu-Tang, c'était pas en fait le Wu-Tang en sa totalité, c'était lors j'avais des cassettes vidéo que des potes amenaient souvent qui revenaient de l'étranger et qui montraient en fait des interviews du Wu-Tang et il y avait Nas et il portait un t-shirt du Wu-Tang. Donc du coup, ça m'a fait croire à cet instant que Nas... Est-ce qu'avant ça, tu avais déjà écouté Illmatic j'avais écouté It Was Writing. La première chanson de Nas que j'ai écoutée, j'ai regardé une vidéo où il a samplé, je crois, Human Nature de Michael Jackson. Ah, c'est sûr, Illmatic. Sur Illmatic, justement. And it's out. It ain't out to tell. Voilà, c'est ça. C'est le premier clip de Nas que j'ai regardé. Et on va dire que c'est là où j'ai commencé à apprécier le gars. Mais c'était pas, on va dire quoi, c'était pas le wow tout de suite. Yeah. Le wow est vraiment arrivé avec... comme tout le monde. If I Rule the World. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Nguemandon? Non, c'est le morceau référence. Lorsque Nas sort son premier album, c'est pas... Donc il a fallu que tu tombes sur un tube pour te rendre compte que le gars était fort. On va pas se mentir. Au Gabon, en 1994, très peu de gens ont écouté Illmatic. De toute façon, c'était un album qui a... C'était un semi-échec commercial. Exact. Donc, c'est pas une grosse, bien sûr, une grosse vente. Surtout qu'il n'y a pas eu de gros singles sur cet album. Non, l'album lui-même, c'était un succès critique, mais pas un succès commercial. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'en 1994,
dire qu'on connaissait Nas au Gabon, peut-être ceux qui avaient une grosse culture. En 1994, j'avais quoi? J'avais 11 ans. 11 ans, c'était pas possible d'écouter du rap de ce genre. Ouais. Mais par contre, lorsqu'il va sortir Is Rose Rotten et qu'il parle If I Rose the World, et surtout qu'il y a Lauryn Hill, ça devient un grand single. Donc, je pense que le morceau est devenu mainstream, ce qui n'était pas le cas des autres morceaux qu'il y avait dans l'album Illmatic. Ok, le décor est planté. On a dit aujourd'hui qu'on parlait de Nas, de revenir sur sa longue carrière de plus de 30 ans maintenant, de ses échecs, de ses succès, des clashs, des mauvais choix aussi. On est là pour en parler. Et justement, comment parler de Nas sans parler de ce morceau qui... sur lequel il se fait découvrir sur l'album Breaking Atoms de Main Source, il me semble, auquel appartenait un certain large professeur qui sera sur Illmatic d'ailleurs et avec qui il va beaucoup travailler. C'est le morceau Live at Barbecue. Qu'est-ce qu'on sait de Nas avant Live at Barbecue? Ou du moins, à partir du moment où il pose son couplet sur Live at Barbecue? Moi, perso, rien du tout. Je connais pas Nas. C'est un morceau de 91, faut pas se mentir. Mais pour dire qu'aux États-Unis à l'époque, c'est-à-dire lorsqu'il arrive sur ce morceau, ils sont nombreux. Exact. Mais il arrive à se distinguer. Exact. Du coup, tout le monde veut savoir qui est ce gars qui rappe. J'avais lu à l'époque, on disait tout le monde, on entendait rapper. Mais lorsque les gars du coup s'en parlaient, disaient notre petit, et tout le monde se disait pourquoi vous dites le petit? Le mec qui a des il a 18 ans sur le morceau. Peut-être moins, 17 ans je pense. Mais lorsqu'on écoutait ce qu'il racontait, c'était en réel, que les gens pensaient que c'était une grande personne. Mais lorsqu'on disait non, c'est un petit du quartier. Donc tu vois, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a quand même, il faut dire que là c'est un surdoué du rap. Bon, après, je préfère déjà planter le décor. J'aurais parfois un peu un langage pompeux lorsque je parle de Nas parce que je parle du meilleur rappeur de tous les temps. Non, excusez parfois ma grandiloquence le concernant. Et donc, c'est vraiment sur ce morceau-là qu'on le découvre. La particularité en tout cas, sur ce couplet, d'ailleurs, c'est lui qui ouvre le morceau. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en premier. Est-ce que c'était stratégique ou les mecs sentaient déjà qu'en fait, c'était ce mec le futur, en fait. Parce que c'est vraiment lui qui ouvre le morceau. Et le texte, les images sont tellement frappantes, sont tellement saisissantes, comme lorsqu'il dit écoute, je débarque chez le président et je dérobe sa femme sans plan, etc. Je pends les mecs comme le Ku Klux Klan, je suis allé en enfer pour avoir claqué ou je sais pas, giflé Jésus. Des claques comme ça, des phases comme ça. On n'entendait pas ça tout le temps. C'était vraiment la punchline et c'était l'image qu'il arrivait à incruster comme ça dans les esprits, en fait. Et surtout, qui le dit? Un enfant de 17-18 ans. Exact. Du coup, ça marque les gens. Je pense que c'est parti de là. Et parfois, pour être rappeur, lorsque vous êtes en studio, vous pouvez poser un morceau, l'ordre n'est pas respecté, mais on choisit surtout le plus fort en début et le plus fort à la fin du morceau. Ouais. Donc, je pense qu'ils avaient déjà perçu la capacité, la valeur du couplet. Je pense que voilà pourquoi on l'a peut-être positionné. Exact. Mais en même temps aussi, si tu remarques bien les collaborations que Nas a eu à faire, il a une très bonne entrée quand il pose sur quand il pose en premier. Très belle entrée. Bon, l'une des rares collaborations, il n'est pas entré en premier, c'est je crois le grand final avec Method Man, DMX et Ja Rule, où c'est Method Man qui commence. Mais sur la plupart des collaborations où il vient, c'est la figure de proue. C'est toujours la figure de proue. C'est Nas en fait. Et puis la vérité, c'est que Nas a un flow très mainstream. Quand il rappe, ça se ressent, ça c'est tout de suite apprécié de tous. Non, c'est pas. C'est beaucoup plus la voix parce que son flow. C'est le rap. La façon d'écrire. Mais le truc c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle de mainstream, c'est quelque chose qui vend déjà. Bien sûr. Alors si déjà le fait que Nas vienne poser sa voix sur une chanson, c'est pourquoi? C'est parce qu'on sait que ça va vendre. Parce qu'on sait qu'il aura toujours une bonne présence. Oui, mais en 93, il n'est pas encore le Nas. Mais ce qu'il faut dire que lorsque Nas pose sur ce morceau, c'est-à-dire ce qu'il fait n'est pas très très différent de ce qui existe. C'est-à-dire tout le monde ne faisait pas la même chose. Si tu avais Rakim, Nas lui-même s'en crache. Bien sûr, Rakim, Cool J Rap, etc. Et surtout lorsque Nas, à un moment donné, lorsque Nas va signer avec celui qui va le produire par la suite, MC Search, ils disent que lorsqu'il commence à vouloir le placer sur des labels, certains labels ont refusé en disant, par exemple, Russell Simon de Def Jam, ils ont refusé en disant que Nas, lorsqu'on écoutait rapper, il ressemblait trop à Cool J Rap. Donc, pour dire que ce que Nas faisait, certaines personnes le faisaient qui marchait. Cool J Rap en 91, ça marchait. Rakim en 91, ça marchait. Il y avait aussi Big Daddy Kane. C'est-à-dire des gens qui avaient ce flow singulier qui marchait. Je pense que cela participe aussi au succès de Nas à cette époque. Mais
N'empêche que Nas a quand même son talent qu'on ne peut le dénier. Bien sûr. Alors là va arriver le premier album de Nas. On dit qu'on allait revenir sur... On peut lui dénier, désolé. Alors là, en 94, MC Serch envoie Nas en studio pour enregistrer ce qui va être son premier album studio, Illmatic. Qu'est-ce que cet album a de particulier et pourquoi cet album entre aussitôt dans la légende après sa sortie? Il ne rentre pas dans la légende après sa sortie. Hein. Comme je dis, c'est un album qui passe quasiment inaperçu, mais qui a un gros succès critique. Tout de même, c'est-à-dire cet album, il y a différents éléments. Je pense que je vais prendre 3 éléments qui font en sorte que cet album aujourd'hui soit considéré comme classique. D'abord, c'est le premier album de rap où l'on retrouve 5 producteurs. À l'époque, avant cet album, la plupart des albums étaient toujours faits par un seul producteur. Et un collectif de producteurs. Tu avais Time Bomb, je pense. Time Bomb. De Public Enemy. Public Enemy. Ouais. Squad Bomb, je pense. Bomb Squad. Bomb Squad, voilà. Et tu avais, par exemple, Eric B qui travaillait avec Rakim. Tu avais DJ Premier qui était là pour travailler avec Gangsta. Et tu avais Reza qui était avec le Wu-Tang. Ouais. Et donc, c'était le premier album. Lui, lorsqu'il arrive, il a DJ Premier, il a Pete Rock, il a Q-Tip, il a Large Professor, il a son pote qui vient avec lui du Queens qu'on appelle LIS. Donc tu vois, il y a déjà cette singularité que ça n'existait pas. L'album également, c'est 9 chansons. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est 9 chansons. 9 chansons avec une intro, donc un format très court. Et aussi, genre un thriller, quoi. Oui. Wow, et on prend également la façon avec laquelle il écrit ce rap. C'est-à-dire, on dit que c'est tellement imagé, c'est tellement percutant, et que les gens, en écoutant l'album de Nas, on a l'impression de voir le New York. C'est-à-dire, ceux qui écoutaient cet album, ils avaient l'impression de vivre dans New York. Et c'est aussi à une époque où New York était dans le creux de la vague. Exact, avec le son G-Funk qui claquait dans la côte ouest. Donc, quelques années avant, il y avait Wu-Tang qui venait. Wu-Tang qui essayait de relever New York. Mais grâce à Nas, il a rapporté une certaine couleur au rap. Il y avait la partie storytelling qu'il maîtrisait si bien qu'à l'époque, on sait que c'est Slick Rick qui était vraiment le roi du storytelling. Et on a vu un jeune qui arrive et tout, qui sait aussi raconter l'histoire. Slick Rick avait un côté un peu drôle dans sa façon de raconter les histoires. Voilà. Et Nas était beaucoup plus sérieux. Voilà. Et il arrivait à montrer New York. C'est le réalisme. Le real New York en rappant et c'était imagé. Quand on écoute rapper, on a l'impression de voir, de vivre la chose. Et même dans la musique, la manière à laquelle les beats sont faits, les instruments, tu sens vraiment que c'est vraiment la vraie musique new-yorkaise. On est en 94 et là, je pense que sur cet album, on a la crème de ce qu'il y a en termes de producteurs. Quand tu as DJ Premier et Pete Rock sur ton album, et Large Pro, et Q-Tip, qui avait déjà claqué. LIS, c'était encore le nouveau, c'était le newcomer, mais quand tu avais Q-Tip qui avait déjà eu certains succès avec Trop Cold Quest, etc. Exactement. Pour un mec qu'on ne connaissait pas, Sauf que la particularité aussi de cet album, c'est qu'il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas d'invité. C'est Easy, qui n'est connu de personne. Ouais. C'est-à-dire, en 94, lorsqu'on dit que Nas veut faire un album, tout New York attend cet album. Et il se raconte qu'à l'époque, même cet album avait été piraté et qu'avant la sortie de l'album, on avait retrouvé des centaines de cassettes dans le Queens. On a dû anticiper la sortie. Ouais. Comme pour dire que tout le monde attendait cet album. Et cet album, il fait cet album, on n'a aucun guest, c'est-à-dire aucun invité mainstream. En dehors des producteurs. Il vient de Brooklyn. Voilà. Anthony Cruz. Et déjà, même lorsqu'il va rentrer en clash avec Jay-Z, il le dira dans son morceau Get Yourself a Gun en disant j'ai sorti mon premier album, il a été certifié comme étant un album. Sans famous guest, sans guest de connu. Voilà. Ouais. Et donc, c'est cette prise de risque aussi qui fait en sorte que cet album soit aujourd'hui considéré comme étant l'un des meilleurs albums de rap de tous les temps. Ouais, mais un classique sans tube, comment ça se fait? C'est juste parce que c'est homogène. Non. On va dire que l'album un classique sans tube. Ça dépend de ce qu'on appelle tube. Ouais. Ouais, ben. Mais lorsqu'on parle du rap new-yorkais. Quelque chose qui est classique n'est pas forcément quelque chose qui. Bon, enfin. En fait, c'est quelque chose qui marque plus l'esprit des gens. Les gens s'en souviennent, qui vieillit bien. Ouais. Et quand on écoute cet album, on a des chansons là-dedans qui ont bien vieilli. Est-ce que lorsqu'on parle de rap new-yorkais, est-ce qu'on peut citer 3 titres et oublier New York State of Mind? C'est l'identité même de New York.
Ouais, bah, parce que c'est-à-dire, lorsque Nas a sorti cet album, tout le monde a voulu faire comme lui. C'est devenu le modèle. C'est-à-dire, on veut faire un album de rap, on va faire comme Illmatic. Ouais. C'est-à-dire, il a planté le décor. La façon d'écrire, tout le monde a voulu faire la même chose. La façon de rapper, tout le monde a voulu faire la même chose. C'est grâce à Nas que tout le monde s'est mis à faire des albums en invitant beaucoup de producteurs. Il a tellement influencé les gens, comme lui-même le dit, il a influencé quasiment tout le rap de la décennie 90, pas faux. Jusqu'à aujourd'hui même. C'est-à-dire même les covers. Lorsque B.I.G. sort son cover, c'était un bébé, ouais. Même en France, vous arrivez à trouver la même chose en France. En France, lorsque, comment ça s'appelle encore, à mon tour de briller, comment ça s'appelle encore, Zoxy. ZOXA, ouais. Voilà, Zoxy, on voit la cover à l'influence de Nas. Ouais. Et même dans les textes, il fait One Love. Un texte qu'il écrit à son pote depuis la prison. Ouais, il y a Lunatic aussi, hein, avec le fait d'écrire. Voilà, la lettre. AKH aussi, ouais. Passy. Ouais. C'est-à-dire, on peut retrouver cela. C'est-à-dire, Nas, cet album, c'est quelque chose qui a marqué les gens. Donc, on n'a pas besoin de tubes pour être classique. Les tubes, comme disait l'autre, ça s'essouffle au bout d'un moment. Lui, ça passe le temps, c'est intemporel. C'est un album qui a fait des bébés. Qui a fait des bébés ailleurs. Bien sûr. Ouais, qui a suscité l'inspiration d'autres artistes et qui ont voulu faire comme lui. Et aujourd'hui, on va dire, c'est en quelle année encore que... 94. Non, que l'album devient, on va dire... Disque d'or. Disque d'or. En platine. Platine. Double platine, c'est en 2019. Ouais, ils ont envoyé le remaster, ils ont envoyé le remaster, tout ça. Donc, c'est-à-dire ils ont même fait un clip. Représente, c'est lorsqu'il a fait. Non, là, c'était pour. Lorsqu'il a sorti, je pense, le best-of. Ouais. Le best-of en 97. En 2007, qu'ils ont fait la vidéo de Représente. Ouais. Ok, bon, on est tous unanimes autour de cette table. Illmatic sort 5 classiques. Et là, le deuxième album arrive. Et là, c'est compliqué parce que ce premier album, pour Nas, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Parce que lorsque cet album est autant... voilà, on va dire que tout le monde est unanime là-dessus. Pour dire que c'est un classique, c'est certainement l'album qui représente le mieux le rap, en tout cas à l'état dans lequel il était à cette époque. Faire un deuxième album, c'est un véritable défi. Et là, je pense qu'il garde DJ Premier, mais là, il y a beaucoup de producteurs qui sautent. Et là, l'objectif, c'est de rendre le son plus ouvert, plus mainstream, tout en gardant ce son new-yorkais là. Et là, donc, il va appeler des producteurs à la mode comme les Trackmasters, par exemple, qui vont vraiment apporter une touche beaucoup plus, j'ai pas envie de dire mainstream. Mais mainstream, il faut avoir des mots, c'était l'objectif. Bon, en fait, ce qui me fait mal, c'est mal, pourquoi? Ouais, on est toujours en train de mettre Trackmasters, Pocketon dans un cocon de mainstream, alors que c'est quand même eux qui ont fait Blaze 50 oui, mais Blaze 50, ça c'est bien après. Non, c'est pour dire qu'ils ne sont pas seulement capables de faire ce type de son. On n'a pas dit qu'ils ne faisaient que ça. Mais l'objectif, au moment où l'album sort, lorsqu'ils sont ça tombait tout à l'heure là, non. Tout à l'heure, il disait qu'il n'y avait pas de tube. Lorsqu'on va chercher Trackmasters, c'est pour avoir des tubes. Parce que et qu'est-ce qui arrive? If I Rule the World. Un an avant, elle coup de jus la fin. Exact. Avec un Mr. Smith. Voilà, pour faire Doing Well et tous les autres morceaux avec Total. C'est pour avoir ce son qu'il voulait. Tout le monde allait les chercher pour avoir des classes. Il va chercher Dr. Dre. Ouais, bien sûr. Il y a Dr. Dre, il y a Trackmasters, il y a... Il y a Avoc. Avoc. Il y a DJ Premier qui est encore là. Ah ouais, DJ Premier, il produit I Gave You Power, mais quel morceau? Non, il n'y a pas LIS dedans. Il n'y a pas LIS sur... Non, il n'y a pas LIS sur It Was Writing. Non, sérieux? D'accord, peut-être ça m'échappe. Mais en tout cas, DJ Premier, là, je pense que c'est peut-être le seul producteur qui était déjà présent sur Illmatic qui se retrouve encore sur It Was Writing. Ben, il est quasiment sur les trois premiers albums de Nas. Et c'est DJ Premier. C'est quoi la différence finalement? Là, l'album sort, il y a déjà un tube. Il se vend mieux que Illmatic. Pour certains, c'est peut-être même l'album pour certains, It Was Writing est même mieux qu'Illmatic. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le rap de Nas. C'est un album commercial. C'est-à-dire, moi, je suis fan des deux albums. Après, c'est-à-dire, j'aurais dû venir avec un t-shirt à l'effigie de cet album. J'aime bien cet album. Mais lorsqu'on réécoute cet album, c'est là où la décadence de Nas va commencer. Quand je parle de décadence, c'est-à-dire, on dirait qu'il a été... En tout cas, des prémices déjà de ce qui adviendra sur... Elias est dedans? Bah voilà. Elias est dedans? Bah voilà. Okay. Donc, je disais, il a été traumatisé par l'échec commercial d'Illmatic. Et je pense que c'est en partant de là, et MC Cher, je n'ai même plus le producteur. Le producteur, ouais, bien sûr.
D'accord. Et je pense que c'est parti de là. On commence à voir des choix. Parfois, il y a certains morceaux, on se demande qu'est-ce que ces morceaux font dans cet album. Non seulement le son va changer, exact. mais également. Mais complet, mais radicalement. Le son va radicalement également changer. la façon de créer le texte. Parce que dans le premier album, Nas ne jouait pas au gangster. C'est-à-dire, il racontait une réalité. Non, mais je pense que. Ouais, là, c'était beaucoup plus le témoin. Sur Illmatic, c'était beaucoup plus le témoin. Les problèmes ont commencé parce qu'il a voulu faire l'acteur. C'est-à-dire le mec qui était exactement là au moment où les choses se passaient, ou qui était. C'est-à-dire là, il est devenu Escobar. Avant, il racontait, c'était le témoin, comme tu dis. Là, maintenant, c'était le parrain. Il fait le morceau Thug Life is Mine, c'est-à-dire. C'est quoi le avec Mobb Deep. Ouais. Le refrain, c'est Thug Life is Mine. C'est dans l'album, c'est sûr. Oui, mais entre-temps, Mobb Deep était déjà. The Infamous était déjà passé par là. Il y avait ce truc gangster là. Enfin, Jay-Z aussi était déjà passé par là. On parle de Nas, on parle pas des autres. Ouais, mais après, il y a eu. C'était ce truc là. Enfin, l'imagerie du gangster, du voyou. C'est ça qui était mainstream. Ouais, pour dire la déconnexion entre le premier et le deuxième. C'est dans Street Dreams, où même dans le clip, il reproduit des images des films de mafia, de casino et je crois Les Affranchis avec Robert De Niro. Non, c'est un autre acteur qui est par contre dans Les Affranchis. Mais Casino avec Robert De Niro et Joe Pesci. Joe Pesci. Voilà, donc il a un peu reproduit. Au début, quand il arrive, il monte dans une voiture. Voilà, maintenant c'est Pop Champagne, chaîne en or et puis. Ça a un peu déconnecté les gens, mais ça a marché. Mais ce n'était plus le Nas comme on disait qui jouait les reporters. Les reporters, le journaliste. Mais après, au niveau du son, tout a changé. Mais ça a marché. Bien sûr. Sauf qu'on va le lui reprocher quelques années plus tard. Et ça marche à l'instant en se disant il voulait avoir un peu de souffle. C'est sûr que la maison de disques aussi a vu qu'il a sorti un bel album, mais on pensait qu'il y avait du potentiel, il fallait rentabiliser. Je pense que moi, je dis toujours c'est un traumatisme de l'échec du premier album qui fait en sorte que Nas fasse ce choix. Cet album est moins cohérent que le premier. Ouais, on arrive à suivre ce qu'il fait au niveau du son. Dans l'autre, parfois, il y a des morceaux, parfois, tu te dis est-ce que ce morceau avait vraiment sa place dans cet album? Après, on a des tueries dans cet album, quoi. Bah ouais, attention, le morceau, enfin, I Gave You Power, oui, c'est maintenant la peau d'un flingue, etc. Enfin, c'est un storytelling terrible, quoi. Même le morceau avec Foxy Brown que j'aime bien, Watch Them Niggas, enfin, que j'aime bien. C'est Affirmative Action. Ah ouais, Affirmative Action. The Message. C'est là, quoi, c'est là. Affirmative Action, il y a eu, je crois, un remix avec NTM, là. Avec NTM. Et une anecdote qui dit que Ace ne voulait pas que Cool Chain monte dans sa voiture parce que c'était un Ouattara. Blanc. Donc, tu vois. Et puis les gars, ils n'ont pas beaucoup apprécié l'attitude de Nas qui était un peu condescendant. Ça c'est, il est un peu Star. condescendant. Et à chaque fois que tu regardes les interviews de Joey Star, quand on lui apporte on lui parle de cette période-là, il est toujours très négatif, pas très aimable avec Nas. Yeah. Et puis il y a un truc, il y a beaucoup d'artistes qui disent. Ouais, qui disent ça. Parfois, je crois il y a aussi DJ Kesley qui dit la même chose par rapport à Nas, que c'est quelqu'un. Enfin, Nas dans sa tête c'était le meilleur. Hein. Enfin, vous tous, les autres c'était des gueux. Pour eux c'était le meilleur. Mais ça n'a rien à voir avec qu'il soit le meilleur. C'est en fait il a une attitude, on va dire, et très méprisante. Ouais. Je crois que c'est Driver qui disait qu'il a rencontré Nas la première fois à Los Angeles. Et il va vers lui et Nas a commencé. Le snob. Peur. Non, il a peur. Genre il croit que c'est un gars qui va venir l'agresser. Donc c'est pour dire que Nas est un peu. Un personnage atypique. Bon, allez, on va respirer un coup. On va s'écouter un morceau de Nas que choisira DJ Funky au hasard et on se retrouve juste derrière pour la seconde partie de Nas. Le moment où il devient Nas Escobar, où vraiment le personnage prend forme, ce Nas qu'on n'aime pas. Allez, on s'écoute ça. Moi, je crois que c'est toujours pareil. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours dans tous les sens. Mais sauf que ça va dans tous les sens, mais que c'est bien fait. En gros, moi, c'est ce que moi je pense. Ok, donc il y a déjà il y a cette imagerie de gangster qui n'est pas crédible. Et je pense que c'est beaucoup ça qui a desservi à Nas. Et c'est à ce moment-là que les problèmes vont arriver. Les problèmes vont commencer à arriver à partir de ce moment-là. Et le son également. Parce que Nas est réputé comme étant le rappeur qui choisit le moins bien ses musiques. Tu vois, cette réputation commence à coller Nas. Voilà. Et tout le monde a constaté la chose. D'où Take Over.
Bon, on va parler. Dans l'album, en fait, là, quand on parle de. Là, on était sur It Wasn't. Ouais, It wasn't Les deux. Bon, là, c'est les deux. On les met dans le, Bon, dans le je même crois que sac. dans It Wasn't Rotten, il y a aussi eu des bons remixes, comme le remix avec R. Kelly sur Street Dream, ouais. C'est un tube. Non, moi je sais C'est pas une dit. tuerie. C'est Nas. Nas, c'est le meilleur rappeur de tous les Non, temps. non. Quand tu as fait de bons Non, morceaux. dis plutôt que c'est Voldemort qui était derrière l'affaire. Non, c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Mais à un moment donné, il faut reconnaître que cette période-là, le son n'est pas cohérent. C'est-à-dire les albums, la direction artistique. Je pense que Nas a un problème de direction. Il a un problème de DA. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire Nas, dès qu'il a commencé à être le gros rappeur, c'est-à-dire avec tout le charisme qu'il a, qu'il pouvait gérer ses albums, c'est là qu'on a commencé à ressentir l'incohérence. En tout cas, tout à l'heure, je vais revenir sur un prochain projet. On verra qu'il n'est pas directeur. Et même sur Illmatic, ce n'est pas lui à la direction artistique. Et on voit ce que ça a donné. Dès l'instant où le mec a pris de l'envol. Exact. Et qu'il avait beaucoup plus de poids sur la direction de ses albums. À ce moment-là, les choix douteux ont commencé à se faire ressentir, quoi. Voilà. Donc, on va parler aussi d'une période très importante. C'est, allez, Biggie vient de décéder. Et il y a DMX qui est là. Mais factuellement, New York recherche un nouveau king. Jay-Z vient de sortir, c'était le Blueprint, le premier Blueprint. C'est vraiment le rappeur à New York. Il a son label qui marche. Il a des jeunes rappeurs. Contrairement à Nas, Braveheart, c'est même un échec. C'est pas des mecs qui marchent. Je pense que Braveheart, ils étaient signés sur son label. A-Real. Voilà. Il y avait Braveheart. Il y avait qui d'autre là Quan. Il y avait Quan. Ouais. Et donc là. Des rivalités vont commencer à émerger. Braveheart, t'as un tube, hein, sur une compile. Ah ouais? Ouais, ou Queen's Finest, je crois. Produit de la date. Chiwali. Ou Chiwali. Ah. Ben ouais, c'est un tube. Avec Nas? Ben ouais, En featuring, attends, ouais. c'est un tube. Vrai ou faux? Bon, ouais. Tu dis quoi? J'ai Ou pas dit- Chiwali, c'est un tube ou pas? Ouais, ça va. Ben voilà. Alors là, les problèmes vont arriver puisqu'il y aura cet épisode important, qui pour moi va repositionner Nas sur la carte du hip-hop mondial. C'est le beef avec Jay-Z. Nguemandong, ça part de quoi? Je pense que ça ressemble plus à une espèce de jalousie. Non, je suis mon passionné. Qui est jaloux de qui? Non, en fait, au départ, c'est Jay-Z qui s'est lancé des pics avec Prodigy de Bob Deep. Et maintenant, c'est-à-dire, parfois, tu as des problèmes avec quelqu'un, mais entre-temps, ce n'est pas la personne que tu vises. Et donc, il fait une chanson, c'est-à-dire la chaîne de radio Hot 97. C'est-à-dire, ils organisent souvent un concert au début de saison, je pense que c'est en septembre. Et Jay-Z vient jouer son morceau, je pense que c'est Takeover, non? C'est le titre, non? Takeover. The Takeover, The Reigns Over, Voilà, Nigga, et quand God MC, il arrive dans Jay un Over. couplet, on sait qu'il est en bif avec Mobb Deep. Il commence à parler de Mobb Deep, tout d'un coup, il commence à parler de Nas. Et justement, ce qu'il lui fait comme reproche en disant tu n'as sorti qu'un seul album, et depuis là, on ne sait plus où tu es. Mais il y avait déjà des antécédents, non, avant qu'on arrive. Mais il n'avait jamais eu de problème particulier, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre avait parlé de l'autre. C'est officiellement, là, on entend Jay-Z parler de Nas dans cette chanson. Avant cela, c'est dire. Il n'y avait pas de subliminal shots sur des morceaux. Non, c'est calculé. Nas ne le calculait pas, si tu veux. En fait, Jay-Z, c'est-à-dire, lui, le bif qu'on savait qu'il avait, c'était avec Prodigy de Mobb Deep. Mais non, dès qu'il a sorti ce morceau, pour la petite histoire, on raconte, Nas a peut-être sorti, a fait 2 ou 3 morceaux, morceaux, on lui disait non, c'était pas bon. Il sortait, c'était pas bon, on dit non. Le gars était éclaté. Jusqu'à ce que Nas est allé en studio, il a lâché la bombe atomique. Ouais, mais lorsqu'on a discuté en off la dernière fois, vous disiez que l'album où il a lancé la bombe atomique n'était pas un très bon album. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est un album moyen. Quand on le réécoute, Stillmatic. il a déjà la pochette. La pochette est pourrie. Oh non, Ah, non. non. On ne juge pas un album. Ça commence par la pochette, frère. On commence par la pochette. On commence par la pochette. Déjà, il est mal Quand habillé. tu vois. Elle a bien. Avec ce pigeon, je sais pas. Et le pigeon. Ah, J'ai je sais jamais pas. pensé le pigeon. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Usuel Suspect. Quand vous regardez Usuel Suspect, vous regardez la pochette des mecs alignés comme ça là. Non, mais c'est juste un détail. C'est quel produit qu'on Non, va regarder. en fait, je Mais dès ne que sais tu pas. vas à l'intérieur, tu vois que c'est. Ouais, mais quand tu regardes la pochette Columbia. de Avec- Stillmatic, Non, avec, je comparée comprends. à celle de Après, je vais dire, comme c'était le père de Beyoncé qui était à l'époque directeur de Columbia Urbain, Ouais. le père de Beyoncé, et à l'époque, on voulait tu caser. soupçonnes un sabotage. Là. On voulait caser Beyoncé et Jay-Z. Non, il a peut-être saboté. N'importe quoi.
n'importe quoi. Attends, la pochette est nulle. Mais je suis pas là pour... Attends. Non, ne comptez pas sur moi pour me Non, donner le mon jogging avis sur la orange, pochette, là. parce que Non, je vais vous le dire, c'est pas la pochette que je regarde quand j'ai un album de Nas en vrai, c'est pas la pochette que je regarde. Non, c'est juste un détail. C'est un détail Le comme contenu. c'est un détail comme disait Nietzsche, le diable est dans les détails. Et dans le contenu, je suis désolé, il y a Eazer, il y a One Mic, il y a... Non, je suis désolé. L'album, il est Il y a bon. des très bons morceaux dedans. L'album est bon, mais par contre, toi, tu n'étais pas d'accord. Ouais, mais Stillmatic, c'est pas l'album de Nas que je réécouterai aujourd'hui. Ah, que si. Et Moi, justement pour dire, on réécoute et le titre de l'album. Montre combien de fois Nas même il s'est Le rendu spectre compte de qu'il s'était Stillmatic, perdu. qui Quand il est Stillmatic, c'est-à-dire donc je suis toujours le même. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il a erré. Ouais. Non, il y a de très bons morceaux, je suis d'accord. Par contre là, les Trackmasters, ils diminuent leur impact dans l'album. Là, c'est LIS. Là, je pense que c'est la première fois qu'on commence à voir Salam Remy dans le podcast. Tu as Salam Remy, tu as Chucky Thompson qui revenait de Bad Boys, qui fait One Mic, qui fait aussi... il fait Dance dans l'autre album. Donc là, maintenant, il y a de nouveaux producteurs qui vont arriver. Cet album, comparé aux autres, il est meilleur. Enfin, même celui qui viendra après, comparé à Godson qui viendra Non, Godson, après, c'est... Avant, c'était Nostradamus. Avant ça, non. Non. Nostradamus, c'est Nostradamus et Ayam, c'est 99. Ils ont 99. Il a sorti 2 albums la même année. Ouais, je pense ça devait être un double, mais après, il les a... Voilà, exactement, parce qu'il y avait... C'était morceau avait fuité sur Internet, dont il a sorti un premier. Je pense que quelques mois après, il a sorti un second. Tout à l'heure, vous avez dit que Nostradamus était le pire des albums. Est-ce que le clash avec Jay-Z, est-ce que le clash avec Jay-Z n'a pas servi aussi à relever d'une certaine façon la carrière de Nas qui commençait à s'écrouler, à boire de l'eau? Moi, je dis que ce clash a sauvé la carrière de Nas. Ouais, quelque part. Ça lui a donné en fait, moi, je dis que ça a permis à Nas de se redécouvrir, de réécrire réellement. Et de se concentrer. Il a sorti quand même, pendant ce clash-là, il a sorti des chansons. Il a été très, très fort. En dehors de Stillmatic, après, je crois, l'album après, c'est quoi? Godson. Avec Made You Look. Ouais. Il est venu très fort, il est revenu très fort. Je pense que cette période, c'est un album qu'en fait, c'est pas un album, c'est une compilation faite par le label qu'on appelle Lost Tape. Je pense que Lost Tape, c'est l'album en quelque sorte, à un moment donné, c'est l'incohérence. On dit que tous ces morceaux. Tous les bons morceaux, il les a mis de côté. C'est l'un des meilleurs albums de Nas. Lost Tape, non? Oui, c'est tellement cohérent. C'est tellement cohérent, les productions, tout est bon. Les productions Papa was a player, player wasn't Papa. Voilà, Papa ce morceau. Blaze 50. Blaze 50. Foetus. Dans cet album, c'est-à-dire... Nothing Lasts Forever. C'est-à-dire, là, on sent un changement, même au niveau des producteurs. Il a un peu laissé les Trackmasters. Déjà, je pense que Trackmaster, après 2000, ne valait plus rien sur le marché. Après 2000, c'était bon. Après 2000, I'm still Jenny from the Black. You still have a little, now I have a... Oui, c'est Trackmaster. Le R de R Kelly sort quand? R, c'est 98, je pense. 98? Oui, oui, 98. Trackmaster est dedans. Non, 2002, Trackmaster, ils étaient encore... En 2000, il y a combien de Trackmaster? Ils ont perdu en aura. En 2000, c'est à partir de 2002, c'est le règne de Scott Talk. Mais Trackmaster, ils sont dans ça Lost devient... Tape, hein? Oui. Ils sont sur Lost Tape. C'est des morceaux abandonnés. Comment ça m'attend? Mais quand ils sont sur Lost Tape, c'est pas la musique unique de Trackmaster qui est à l'intérieur. Non, j'ai pas l'extérieur. C'est une autre. Un autre type, un autre style, c'est du boom bap. La preuve, lorsque Nas enchaîne avec Godson, ils n'y sont plus. Là, c'est Salam Remy qui prend. Exact, qui prend vraiment. Chucky Thompson, qui sont là vraiment, et LIS. Et ensuite, il enchaîne avec Street Disciple, le double album. Là, les Trackmasters qui sont partis. Ils disparaissent. Salam Remy est omniprésent même. Et je pense que Salam Remy, c'est à partir de Stillmatic jusqu'à l'album God is. Live is Good de 2012. Alors, le clash arrive et c'est clairement, certainement les deux meilleurs rappeurs dans cette période-là à New York qui s'affrontent. Comment est-ce que toi, tu avais vécu ça, Franck Arnaud Meunier? Moi, j'ai vécu ça comment? Il y a eu... les débats sur le clash Jay-Z versus Nas étaient pour moi des débats biaisés parce que les fans de Jay-Z avaient le seul argument, le business. C'est un businessman. Il n'arrivait même pas à argumenter sur son rap. Ils n'étaient pas capables de dire des
bonnes choses sur la manière de rapper de Jay-Z, de comment il était, en fait, ce qu'il faisait, en fait. C'était toujours en rapport avec sa manière de se fringuer. Il avait sorti le Blueprint. Voilà. Et pourtant il avait un très bon album qui est Blueprint, que même si tu es un gros fan de Nas, tu apprécies, n'est-ce pas, Guémando? Je suis fan de rap. Voilà. Mais pourtant, lorsque tu débattais avec les... Parce qu'à un moment, lorsqu'on rentre dans le débat Nas versus Jay-Z, on prend position. Moi, je suis Team Nas. Et quand je suis Team Nas, je viens parler de mon artiste. Je parle de quoi? De ses textes, de son flow, de son rap, de toi. Mais le gars en face de moi, il me parle de... Il s'habille bien, c'est un grand businessman, il a beaucoup d'argent. Je dis, mais attends, finalement... Est-ce que finalement, le clash là aussi n'a pas servi pardon, à tuer le personnage de Nas Escobar? Exactement. Mais pour revenir... Si. En fait, c'est juste une direction pour... C'est que le mec revenait finalement à l'essence de... Et Nas lui-même qui le dit dans God Yourself a Gun, qui dit j'étais le gars le plus frais, qui s'habille le mieux, tu t'habillais comme moi. Il le dit dans sa chanson, c'est Nas lui qui le dit pour revenir sur l'habillement. C'est Nas qui commence à en parler. Mais moi, par contre, ce clash-là, comme j'avais fait comme une espèce de déni totalement de Jay-Z. Donc, c'est-à-dire ça ne m'intéressait vraiment pas. Jay-Z, à la base, je n'aimais pas trop, c'est-à-dire sa musique, je l'écoutais sans m'attarder sur lui. Moi, j'étais vraiment Nas, Wu-Tang Clan. Donc, du coup, lorsqu'il y avait un clash, j'avais du mal à aborder ce sujet parce que je n'avais pas de connaissances sur Jay-Z. J'avais écouté certains morceaux, j'avais écouté 1 ou 2 albums, mais donc, je n'étais pas en capacité de faire un débat sur le genre. Donc, moi, à cette époque, lorsqu'on faisait ces débats et au lycée à l'époque, une chose est sûre, c'est que d'abord, c'est que Nas n'est pas très bien connu dans le monde entier. À la différence, c'est-à-dire de Snoop Dogg, c'est quand tu parles avec des gens, Nas, c'est pas le rappeur. Quand tu croises des gens qui te diront, ils connaissent, ils ont écouté les albums de Nas. Il faut avoir un certain âge, une culture hip-hop pour écouter Nas. Curieusement, Nas, c'est le rappeur aux États-Unis. Il a une grosse fanbase. Lorsqu'il sort des États-Unis, sa fanbase commence à s'effriter. Donc, il y avait déjà, c'est-à-dire, plus de gens connaissaient Jay-Z. Je pense qu'il avait déjà sorti 3 ou 4 singles à l'époque. Jay-Z, il a beaucoup de bangers, beaucoup. Donc, du coup, tout de suite, quand on parle de rap américain, tout de suite, le premier nom qui sort tout de suite, c'est Jay-Z à cause de ça. Alors, selon les auditeurs, .97, Nas remporte le clash. Bon, après, quand tu écoutes Ether, c'est méchant. Pour moi, c'est le diss track le plus méchant. Bon, en fait, à cette époque, il faut dire qu'à New York, il y avait un parti pris. Tous les médias étaient pour Nas. Ah ouais. Tout le monde le dira. Non, mais après, quand tu écoutes quand même Ether, c'est méchant. Nas, vous savez que Jay-Z a dû retirer certains morceaux. Sa mère lui a dit de retirer un morceau. Il racontait des grossièretés sur la femme de la mère de la fille de Nas et qui disait qu'il avait versé de la liqueur séminale sur le reste. Bref. Donc, pour dire que ce débat était biaisé, tout New York, on estimait que Nas était celui qui représentait vraiment le rap de New York. Et tout New York, c'était rangé derrière lui. Mais puis en même temps, si on se base sur ce qui s'est dit en première partie tout à l'heure, sur la street crédibilité que Nas perdait parce que le gars, il voulait devenir un gangster. Je crois que Jay-Z, lui, il était à fond déjà dedans. Et c'est normal. C'était même ça, dès le premier album, c'était ça. C'était le personnage, c'était le gangster. Que les fans se soient rangés, nombreux fans se soient rangés du côté de Nas. Mais en vérité, moi, je dirais que Nas avait gagné sur le terrain. Mais à la longue, Jay-Z a pris le dessus sur lui lorsqu'il a signé chez Def Jam. Ouais. Bon, après, c'est un débat artistique. C'est-à-dire, j'ai eu cette réflexion avec plusieurs personnes. Nas a baissé les armes en disant la guerre est terminée. Nas l'a écrasé, il l'a tué. C'est-à-dire, pour montrer la grandeur. Parfois, pour montrer la grandeur d'âme face à un adversaire, on va serrer ça, mais on va manger chez lui. Ça ne montre pas qu'on est faible. Ça, c'est de la philosophie. Mais quand tu regardes maintenant que le gars qui t'a écrasé, tu es maintenant son patron dans ton label, ça devient quoi? L'homme de la rue, comment il gère ça? Il va dire que Jay-Z a gagné. C'était pour la paix. De toute façon, il a des... Oui. Artistique, c'était un combat artistique. C'était un combat artistique. Déjà, même lors du clash, on sait très bien qu'en termes d'argent, en termes de business, Jay-Z était au-dessus. Ouais, c'est récemment que Nas a commencé à comprendre, hein, avec des business. Les business, étrangement, les business qui ont un rapport avec la musique dans lesquels Nas investit, ne marche pas toujours. Lorsqu'il va investir dans autre chose... en fait, si tu vas à la source, je crois que ce qui a aussi poussé Nas à le faire, c'est aussi son divorce avec Kélis qui l'a poussé parce qu'en fait, quand il divorce, Kélis prend une pension alimentaire. Non, je pense quand il signe à Def Jam, il est encore marié. Nas se marie. Ouais, c'est vrai il s'est marié en 2005. Et il change le divorce. Il y a une période où il perd beaucoup d'argent à cause de son divorce. Je crois que c'était quand? C'était après. Non, c'est après. Je pense quand il fait Life is Good. Ouais. Life is Good. Là, je pense que c'est le dernier. Tu as raison, je crois que le deuxième album. Je me suis un peu emballé. Mais je crois que Nas
un moment aussi, dans la vie d'un artiste, on cherche le succès, on cherche le blé. Donc, mais la preuve, lorsqu'il a fait. Et à un moment donné, je pense qu'il avait fait le tour. Quand il arrive, le premier album qu'il fait à Def Jam, c'est Hip Hop Is Dead. Et lorsqu'on voit la palette de producteurs, je me dis que Def Jam a mis beaucoup d'argent. C'est sûr qu'à l'époque... La pochette est beaucoup mieux. Hein. Enfin, la pochette est mieux que sur Stillmatic, en tout cas. Et non, là, c'est bon. On sent qu'il y a des moyens. Ils ont mis des moyens. Il suffit de regarder tous ceux qui sont dans cet album. C'est-à-dire... Bon, cet album, j'ai un problème avec will.i.am, le lead single. J'ai jamais digéré cela. Hip Hop Is Dead. Hip Hop Is Dead. Et tu vas prendre, c'est-à-dire le bourreau. Le porte-étendard, mon gars. C'est lui que tu prends pour produire le premier morceau. Attends, et c'est même là qui fait moi, perso, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que Black Eyed Peas, c'est un groupe OK. Ils ont fait beaucoup d'albums pop music, dance, mais ils ont 2 albums qui sont strictly hip-hop. Hip-hop. Et vraiment vrai. Non, donc, quand tu écoutes leur premier album, Bring to Gape, je crois, et puis le The Master of, je ne sais pas trop quoi, l'avant-dernier, je crois, c'est des albums... non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de connaissance en hip-hop. Déjà, ils ont sorti un album récemment, leur dernier album, justement. Master, quelque chose, j'ai oublié. Et moi, c'est Back to the Hip Hop en featuring Nas, qui est sorti, je pense, il y a 3 ou 4 ans. Le clip en noir et blanc, là. Voilà. Pour montrer combien de fois qu'ils connaissent. Mais à l'époque, l'image, c'est une question d'image. C'est l'image, tu vas prendre le bureau. C'est comme si tu disais, je suis juif ou bien je suis musulman. Et maintenant, le porte-étendard, c'est le charcutier. C'est un paradoxe. Fait ça trop dur à will.i.am. will.i.am, c'est un producteur. Et en plus, c'est un producteur surtout que will.i.am, il avait déjà fait des morceaux sur... Si tu le dis pour will.i.am, tu dois le dire sur les albums de Common, sur Finding Forever. Enfin, il avait produit des morceaux sur Finding Forever. Enfin, qui est... Non, je n'ai pas dit que c'est pas... Moi, je ne suis pas en termes d'imagerie, je ne suis pas en termes de son. C'est-à-dire, en termes de son, il arrive à faire des choses à se surpasser. Ouais. Mais dans Hip Hop Is Dead, moi, ça me faisait toujours rire de voir que c'était lui qui était là, au morceau. Lead Singleton pour moi, et que c'était le mec qui était même au refrain. Et que ça fait un peu partie des incohérences de Nas, même des rappeurs américains en général. Sauf ceux qui sont mainstream. Mais le premier album de Nas, Hip Hop Is Dead, c'est-à-dire on voit il y a tellement de producteurs. Là, il a pris tous ceux qui sont censés marcher à l'époque. Tu as Scott Hawk qui marchait, tu as Stargate, Kanye West, je pense, tu as L.I.S. qui est encore là. En fait, il a tellement de gens qui marchent que l'album, ça va. Il y a Dr. Dre aussi, je crois. Non, pas sur cet album-là. Il n'y a pas Dr. Dre? Le morceau avec Marshall Ambrosius. Non. Le morceau avec The Game, Hustlers. Et à Marshall Ambrosius. Hustlers featuring The Game. Ouais, Hustlers. Dans le morceau, il dit qu'il est le premier rappeur de New York à rapper avec Nas. Qui c'est À rapper avec Dr. Dre. Nas was the first New York nigga rapping with Dre. Ouais. Et il y a Dr. Dre. Ok, bon, on va entrer dans une... On a parlé de la période Clash, de la période post-Illmatic, et même là, en termes de chiffres, ça baisse considérablement. Nas passe de 3 millions et demi sur It Was Written, par exemple. Là, il fait des 1 million, il fait des 500 000. C'est symptomatique de quoi? C'est des incohérences, je pense, au niveau du son. Ces incohérences, parfois, on a du mal dessus. Par exemple, quand on vous dit qu'un morceau de Nas est produit par Stargate, on a du mal à comprendre parce que Stargate, c'est Rihanna. À cette période, le son va être bon. C'est Rihanna, c'est Nio. Ouais. Et on dit que Nas est dessus, il dit Hip Hop Is Dead, là c'est Hip Hop Is Dead. Les gens sont un peu frileux avec tout. C'est la période où Stargate aussi avait sorti Urban Renewal, la compile qui rendait hommage à Phil Collins. Et il y avait une chanson avec Lil Kim qui était lourd. Je crois que c'est peut-être ça qui l'a motivé parce que quand tu écoutes le son... Mais la chanson n'est pas mauvaise en soi, c'est juste une question d'imagerie. Mais après, Nas n'a jamais été un gros vendeur. Hein. Ah, mais c'est quand même le mec qui fait 3 millions sur le deuxième album. À quelle époque il le fait en 96? Là, nous sommes en 2006, ça fait 10 ans déjà. Le rap a changé. C'est-à-dire, il commence à avoir une image de old school. Ouais. Peu importe qui est le producteur actuel, mais les rappeurs ont passé 10 ans de carrière, ils ne sont pas très nombreux à continuer à avoir de gros chiffres. Exact. Par exemple, Jay-Z n'est pas un gros vendeur depuis 20 ans. Non. Le plus gros single de Jay-Z, c'est lequel? Hard Knock Life. Non, le plus gros, c'est... Empire State of Mind. Ouais. Qui vient plusieurs années, c'est sur le tard. Pour dire que ils ont un succès commercial, un succès d'estime. Succès critique aussi. Critique, mais pas forcément au niveau des ventes. Et je pense qu'on est en 2006. Si Nas fait 1 million, c'est déjà beaucoup. Ouais. Nas, c'est pas Dr. Dre. Dr. Dre, chez Dr. Dre, quand tu fais 1 million, c'est un flop. C'est un échec. Voilà pourquoi il a chassé Busta Rhymes. Il a fait 1 million, mais on l'a chassé. Yes, bon, allez, on va parler et on va sortir par là. C'est le magnifique run. Je disais que Nas est certainement, pour moi, le rappeur américain qui a la meilleure fin de carrière.
déjà avec... Hit Boy, la rencontre avec Hit Boy qui est une véritable bénédiction pour lui. Les Magic et King Disease 1, 2 et 3, ils se tapent même le luxe d'avoir un Grammy où c'est... Tu vois, ça, par contre, c'est bien de le souligner. Nas, c'était quand même l'artiste, c'est-à-dire qu'on disait qu'il est le meilleur rappeur de tous les temps, l'un des meilleurs rappeurs, ou du moins, mais qui n'avait jamais eu de Grammy. Ouais. Tout comme, par exemple, Snoop Dogg, DMX. Je crois qu'on l'a expliqué plus haut. Ouais, que bon, de façon honorifique, allez, grand. C'est-à-dire, si sort par la grande porte. Si Nas devait arrêter sa carrière, on disait qu'il a eu un seul Grammy et avec quel album, on va se dire c'est King Disease. C'est pas que l'album soit mauvais, mais je pense que dans la carrière de Nas, c'est pas vraiment l'album qui pèse le plus. Et même dans la série des King Disease, c'est pas le meilleur. C'est difficile. Ah, attention, le King Disease 3, là, le 2 même. Le 1. Le 1, il est bien. Hein. Ouais, il est bien. Ouais, il est pas mal. Spicy. Ça va. Doucement, man. Même le morceau King Disease, hein. Ouais, le morceau King. Moi, c'est le couplet de Foxy Brown. Ah ouais. Moi, ça faisait des années que j'ai entendu rapper. Quand elle arrive. Et même là, tu sens que dans la voix, elle a. Et même Dr. Dre, c'est pas Attends, ça va pas. Yes. Est-ce que Hit Boy n'arrive pas comme une sorte d'ange au crépuscule de la carrière de Nas? Je pense que Hit Boy vient gommer certaines erreurs de Nas. Parce que Nas en termes de direction, là, on sent la cohérence dans parce qu'on lui a dit pendant des années, c'est l'un des meilleurs producteurs avec qui il a travaillé, c'était DJ Premier. Il avait promis un album, je pense, en 2005, qui n'est jamais sorti. Et du coup, quand Hit Boy arrive, ils font un premier chance. Ils avaient déjà collaboré. Parce que la preuve, il y a dans le Lost Tape 2, il y a un morceau produit par Hit Boy. Donc, quand Hit Boy arrive, je pense qu'ils font un premier projet et tout le monde a compris qu'il y a une certaine alchimie. Voilà pourquoi il ne fait qu'enchaîner des morceaux. Parce qu'un rappeur qui aura 50 ans cette année, qui sort 5 albums en 3 ans, c'est extraordinaire. Ouais. Ça veut dire qu'il prend plaisir à écrire. Par exemple, dans le dernier album, et Magic 2, il y a juste un featuring. 50 Cent. Un couplet éclaté. C'est simple. Qui passe pas, ces albums. Mais c'est simple. Qui passe comme ça. Mais c'est simple. Parce que c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Voilà pourquoi il continue à faire les albums à 50 ans et que ça marche. Bon, c'est pas des gros succès commerciaux, mais tout de même, on continue à les écouter. Les gens arrivent à les écouter. Bien sûr. Et les chiffres sont honorables. Hein. Il fait des 60 000. La vérité, c'est qu'il y en a qui sortent encore des albums, mais ça passe inaperçu. Sauf que le dernier album de Nas, Magic, ça c'est le pire album, la pire semaine de Nas depuis qu'il fait de la musique. Hein, le dernier Magic. Magic 2. Ça démarre mal. Il a mal démarré sa semaine. C'est la pire semaine. Et puis j'avoue que Magic 2, là, je n'ai pas encore vraiment consommé à fond, mais je n'ai pas encore trouvé mes 3 meilleures chansons. Parce que c'est le minimum que je donne à Nas dans un album. 3. Lorsque c'est pas bon, lorsque l'album n'est pas super, je dois trouver au moins 3 sons. Et même en termes de... dans Magic, j'ai pas encore le son avec 50 Cent. Bon, ça va. Je suis partagé, mais ça va. Enfin, on a parlé de son, mais aussi l'aspect business que Nas a... Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il a amélioré ce pan-là de sa carrière tard, mais est-ce qu'on n'est pas tenté de dire ça? Je pense que c'est surtout une question d'image. Et puis, c'est-à-dire Nas n'a jamais, à part son mariage, on connaissait vraiment pas beaucoup de choses de sa vie. Ouais. Peut-être ses affaires, il en faisait. C'était moi, ça m'intéressait vraiment pas ce côté business. Mais je pense vraiment que Nas, comme tu le dis, c'est sur le tard. Par exemple, dans la décennie 2010, Nas ne sort quasiment pas de projet. Il ne sort qu'un premier projet en 2012 autant pour moi, qui est Life is Good. Il sort un autre album, Nasir, en 2008. C'est-à-dire, à un moment donné, Nas, il ne fait quasiment pas de musique. Après, de temps en temps, tu le trouves dans des projets, parfois, tu dois le comprendre. Dernier album de... Le projet entièrement produit par Kanye West. Ouais, Nasir. Tu le trouves avec Davido. Je ne sais pas pourquoi. L'album Nasir, c'est produit par Kanye West. Parce que Kanye West a sorti un album chaque semaine, je crois. Exactement. Donc, tu trouves que ces choix-là sont douteux, le fait d'aller... Non, parfois, tu le retrouves dans l'album de Davido. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là? Tu le retrouves dans l'album de Tiwa Savage. Le morceau, je ne comprends même pas ce qu'il fait là. Après, tu retrouves avec Justin Bieber. Bon, après, il va dans tous les sens, c'est clair. Mais tu rentres dans la décennie... Oh, là, je suis d'accord avec moi que là, c'est du business. Ouais, c'est du business. Non, voilà pourquoi la décennie 2010, il n'était vraiment pas concentré, c'est-à-dire à faire la musique comme il le faisait avant. Il s'est beaucoup investi dans les affaires. Et je pense qu'il est dans la tech, il est dans les... Ouais, je crois qu'il avait pris une entreprise là qui a un peu... qui a explosé. En fait. Exact. Il avait investi... Il avait investi de l'argent sur une entreprise là. Et après, je crois qu'à la longue, cette entreprise a un peu boosté ses ventes et aujourd'hui, ça a rendu... Et là en ce moment, c'est la la figure d'Hennessy. Où il payait déjà la pension alimentaire de
de Kélis, où il est allé voir justement, il est allé au tribunal demander que on revoie la pension parce qu'en fait, ses albums ne marchaient plus bien et il n'avait plus de l'argent. Il n'en sortait même plus. Ouais. Voilà, et il n'en sortait plus. Et c'est comme ça que Kélis a un peu accepté le compromis. Mais après, la société où il avait investi là, à faire du pétrole, à vendre du pétrole. Et c'est comme ça que Kélis apprend que le mec là, il a le pognon. Il est reparti là. Elle est repartie voir le juge. Elle lui a dit... La pension, là, il faut la ramener où elle était. C'est bien aussi de parler de business. Parce qu'il faut aussi souligner que quand Nas arrête de sortir des albums à un moment, c'est à ce moment qu'il lance aussi son nouveau label. Masterpill. Et du coup, il a laissé la production. Il n'est plus en major. Là, il s'est retrouvé en autoproduction. On va parler d'autoproduction pour dire qu'il est en indé. Donc, Nas, ses albums, c'est-à-dire, c'est même curieux que le premier Grammy de Nas, qu'il le gagne en étant sur un album indépendant, quoi. Ok, bon, messieurs, je pense que là, on a fait le tour. Juste un petit détail pour lundi, c'est pour être court. Nas voulait faire un morceau avec Prince. Il paraît qu'il serait parti voir Prince pour lui proposer de faire un morceau. Ah, mais Prince, c'est pas facile de l'avoir. Il est maniéré. Prince lui a posé juste une question. Est-ce que tu détiens les droits de ta musique, les masters? Nas a dit non. Il a dit non. Va revoir ton contrat. Quand tu auras les masters de ta musique, tu reviens, on en parlera. Malheureusement, Prince est mort. Est-ce que Prince a collab avec un rappeur? Enfin, aussi loin que... Yves, Greatest Romance Remix. Sur je n'ai pas le titre de l'album en tête, mais c'est un album. Ah, elle est chanceuse, parce que ce type-là, il est bizarre, lui. Il était bizarre. Dans les années début 2000, par là. Il était The bizarre. Greatest Romance Ever Sold Remix, avec Ivy. Il était bizarre, lui. Faut écouter, pas mal. Ok, donc on a parlé de Nas. Bon, question pour sortir. Est-ce que Illmatic n'est pas aussi une sorte de malédiction pour Nas? Est-ce que ce n'est pas un spectre qui l'a poursuivi toute sa carrière, que ce soit sur les covers, que ce soit sur les références, sur les morceaux, etc., etc. Je pense que chaque artiste a toujours un album référence. C'est l'album référence. Tout ce que tu feras, on te jugera par rapport à ce qui a été ton chef-d'œuvre. Malheureusement, pour lui, ça a été le premier album. Il est souvent difficile d'enchaîner après un très bel album, surtout quand c'est le premier. Et que lui, il a eu ce problème pendant des années. C'est-à-dire, je pense que tous les choix de Nas entre 1996 et 2001, tous les choix de Nas sont consécutifs à l'échec commercial d'Illmatic. Mais par la suite, je pense que tout le respect qu'on lui doit aujourd'hui, c'est grâce à cet album. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui vont redécouvrir Nas grâce à cet album. Je ne dirais pas que c'est une malédiction, au contraire, c'est une bénédiction. Si aujourd'hui on continue à parler de Nas, c'est parce qu'il a fait Illmatic et qu'il a décidé, il a tracé la ligne que tout le monde a suivie. Même ceux qui ont parlé de lui en mal, c'est grâce à cet album. Et je pense que ça a été une bénédiction. C'est même pas une bénédiction pour Nas, c'est une bénédiction pour le rap pour avoir sorti Illmatic. Je crois qu'il avait un nouveau son. Illmatic, la manière dont c'était produit, les musiques, la manière de rapper. Avant ça, donne-moi un album où on rappait comme ça. Rakim. God MC, Pen Full. 1987. Même les albums de... comment il s'appelle encore? Et puis de rock et son pote. Et CL Smooth. CL Smooth. Il y avait déjà les productions, enfin. Et PMD? Et PMD, c'était pas vraiment le même son. Non, c'était beaucoup plus rapide. Bon, la chance. Je crois que la différence de Nas, c'est ce flow posé là. Bon, maintenant quel est le rappeur qui a déjà grillé Nas sur un son? Big Producer. Big Pun. Nas a dû reposer le morceau. Just Blaze. Nas. John Blaze. Nas. Dans l'album de Fat Joe. Voilà, ouais. Tu as Nas, tu as Fat Joe, tu as Jadakiss, tu as Raycon. Raycon de Chief. Parfois, Raycon s'est embêté Nas dans un morceau. Attends. Sur l'album, il paraît que Raycon, on ne le mange jamais sur un son. C'est rare. C'est un tueur. Raycon de Chief. Bon, allez, messieurs, c'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. C'est un plaisir d'avoir parlé du meilleur rappeur de tous les temps. Ah, bon, allez, que chacun autour de cette table, pour sortir, va choisir un morceau de Nas. Vraiment, le morceau de Nas, le morceau qui représente le mieux Nas. Je dirais, quand on parle de son de Nas, c'est New York State of Mind. Mais mon morceau préféré de Nas, c'est le morceau avec One. Just a Moment. Ah, je ne sais pas pourquoi ce morceau me marque. Moi, je vais donner le titre du morceau de Nas que j'ai écouté le plus ces dernières années. C'est comme Get dans l'album L'Astradamus, produit par DJ Premier. Yeah. C'est le morceau, je crois que c'est le morceau de Nas que j'ai le plus écouté dans ma vie. Bon, allez, moi je vais choisir un morceau qui est tiré d'un album qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, Life is Good, Bye Baby.
Je trouve que c'est un morceau de grand, c'est un morceau de papa. C'est vraiment un morceau dédié aux gens de son âge. Ouais, c'est un bon morceau. Ouais, c'est un super morceau. Bon, allez, c'était le Gestor Show et c'était... No ID. No ID. C'était le Gestor Show et on a fait un joli run sur Nas. Ngemandong est déjà plus ou moins habitué au plateau. Donc, Franck Arnaud Meunier, on a une coutume ici qui veut que lorsque quelqu'un arrive pour la première fois sur le plateau du Gestor Show, que ce soit cette personne-là qui donne le mot de fin. Bah écoutez, c'était un plaisir. J'espère revenir. Je crois qu'on a, avec Jawar, on doit parler d'R&B bientôt. Donc, je vais sûrement revenir ici. Et il en parle le sourire aux lèvres. Et je serai très content de revenir. En tout cas, c'était un très bon moment partagé. Et puis, voilà quoi. Très bien. Bon, allez, la famille, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.